Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Nathalie Bader dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Nathalie est membre du conseil d'administration du Ritz Paris après avoir été présidente de Clarins, directrice de l'image et de la communication de Sephora, présidente de Fred et tant d'autres magnifiques postes. Nathalie Bader va nous partager sa vision du développement d'une marque de luxe, l'activité au cours des derniers mois et sa vision du futur en 2021 et après. Belle écoute et bon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Bader. Bonjour, ravie d'être là. Nathalie Bader est la fondatrice du cabinet de conseil Veribad. Elle est actuellement aussi au conseil d'administration de l'hôtel Ritz, pour laquelle elle est en train d'établir une stratégie pour les prochaines années, une stratégie de marque. Mais avant ça, Nathalie Bader a eu un parcours remarquable dans la cosmétique, dans le luxe. Merci. On va parler de ça. On va notamment parler de votre parcours chez Chanel, chez Sephora, votre passage chez Prada, et vous avez aussi présidé Clarins. Ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est la beauté est au cœur quand même de ce parcours. C'était un univers qui vous a toujours fasciné, la beauté, ou vous êtes rentré finalement après un parcours différent? Non. Alors oui, clairement, la beauté m'a toujours passionnée. Moi, je dois dire que je suis une petite provinciale qui est débarquée à Paris pour faire son école de commerce. Mais j'étais d'une manière générale passionnée par l'esthétique, la cosmétique, enfin les produits de beauté. Et à l'époque, je sais que je lisais tous les magazines que je pouvais trouver, etc. Donc ça, je suis pas du tout née dans une famille qui était concernée par ça ou qui était particulièrement dans ce secteur. Mais voilà. Écoutez, je viens de l'Est de la France, oui. Donc des gens très fiables, très solides, très résistants. Voilà, je suis née à Belfort et de parents d'une famille très aimante, très équilibrée, et de parents qui travaillaient plutôt dans l'administration et une maman comptable. Vous voyez, voilà. Donc pas l'univers de la beauté, pas l'univers de la beauté. En même temps, une grande ouverture d'esprit de mes parents et puis beaucoup de sensibilité à l'esthétique quand même, mais pas du tout leur métier en clair. Ouais. Voilà. Et puis donc je suis arrivée à Paris. J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans une marque qui est aujourd'hui malheureusement vivote, qui s'appelle Jeanne Gatineau, où je suis rentrée en stage. Et Jeanne Gatineau, c'était une formidable école en fait du soin, de raconter des histoires autour du soin. Je veux dire que le parfum c'est une chose, le maquillage raconte d'autres choses, le soin c'est un métier compliqué. Et voilà. Et donc j'y ai passé quelques temps. C'était et puis ça ensuite, qui vous intéressait, c'était raconter des histoires? Ouais, c'était raconter des histoires. Oui, bien sûr, c'est faire rêver les gens et puis convaincre en fait. Et j'aime toujours ça en fait. J'aime bien séduire les clients. Donc je pense qu'il faut trouver les bons boutons sur lesquels appuyer. Donc ça, c'était le démarrage de ma carrière. Après, je suis rentrée chez Yves Rocher. Donc j'étais là aussi toute petite. Très belle école. Yves Vous faisiez quoi chez Yves Rocher? J'étais chef de produit, donc vraiment toutes les marches du marketing. Donc chef de produit junior, senior, de groupe, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend en tant que chef de produit? C'est une formidable école, Yves Rocher, et j'en parle d'ailleurs assez peu souvent, mais n'empêche que c'est une formidable école, de créativité, parce que ce qui est intéressant quand vous avez de tels volumes, que Yves Rocher, qui faisait à l'époque énormément de volumes, vous avez la possibilité avec les fournisseurs de créer des choses très innovantes, parce que évidemment les investissements valent le coup, étant donné que on a derrière des gros le réseau était déjà très conséquent. Le réseau était très très grand, et il y avait le livre vert. Et le livre vert obligeait toutes les équipes, une fois par an ou deux fois par an, je me souviens plus, mais une fois par an, je crois, à remettre en question sa créativité, redonner du nouveau, redonner à voir. Et donc ça, c'était une très belle école, et c'était aussi une très bonne école de coût. Parce qu'évidemment, quand vous vendez un produit 9 €, il vaut mieux gérer ses coûts. Oui. Voilà. Donc en fait, j'y ai passé quelques temps avec beaucoup de bonheur, et puis après, je suis rentrée chez Chanel. Mais c'est un autre univers. Ouais, mais en même temps, la démarche est la même. Et vous verrez que, en fait, au cours de mon parcours, au fond, la démarche est la même. C'est le produit qui change, mais la démarche est la même. Et en fait, c'est-à-dire parce qu'on est quand même sur un univers plutôt mass market chez Yves Rocher. Oui, mais en même temps, et là, on rentre chez Chanel plutôt carrément sur du luxe. Ah oui, carrément sur du luxe, oui. Mais encore que, j'allais dire, le cosmétique est la partie la plus accessible du luxe de la marque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais le point, c'est que effectivement, le client change, donc il faut le comprendre. Il faut comprendre ce qu'il attend. C'est vrai que la cliente d'Yves Rocher n'est pas forcément la même que la cliente de Chanel.
Encore que, puisque maintenant, il y a une grande mixité dans les achats de produits. Moi-même, j'achète parfois du Kiko, parfois du Chanel, etc. Donc, je pense qu'il faut tenir compte du fait que la femme, maintenant, elle est vraiment multifacette. Et puis après, donc la cible est différente, il faut la comprendre, ou elle est similaire, mais il faut la comprendre quand même. Et puis, à partir de ça, la démarche, au fond, est un peu la même. Il faut faire rêver sur les produits, il faut les expliquer, il faut séduire le client. Donc, que ce soit chez Yves Rocher ou Chanel, pour moi, c'est un peu dans la même optique. Chez Chanel, je me suis occupée du maquillage pendant assez longtemps. Je suis restée 11 ans chez Chanel. Et en 11 ans, vous avez évolué dans la maison, beaucoup, au post-marketing, au niveau du maquillage. Maquillage, et puis après le marketing opérationnel, ce qui est important parce que ça vous fait quelque part dans une démarche où moi j'étais très très produit en fait, parce que le début de ma carrière était surtout de produire des produits, produire des histoires, mais produire des produits. Le fait de gérer le marketing opérationnel, c'est-à-dire les relations avec les marchés, et puis les médias, c'est-à-dire définir un peu la stratégie média et aider tous les marchés à investir leur publicité en fonction des stratégies de la marque. Ça me permettait d'avoir une vision un peu plus large, évidemment. Enfin, je vous parle de ça, j'étais toute petite, toute jeune, mais n'empêche que c'est très structurant. Ouais, pour la suite. Et justement, qu'est-ce que vous avez appris chez Chanel par rapport à cette notion de marketing opérationnel, de vision un peu plus haute du marché ? Déjà, des personnes très, très symboliquement très fortes dans ma carrière. J'ai eu la chance de travailler pas mal avec Jacques Elleu, qui était quand même un grand monsieur, un directeur artistique formidable. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Françoise Montenay, avec qui je continue d'ailleurs à travailler un petit peu, puisqu'on se côtoie au CEW. Le CEW, c'est Cosmétique Executive Women, et c'est une organisation de networking pour les femmes et quelques hommes de la cosmétique, et pas que. Et puis aussi le soutien des centres de beauté qui proposent effectivement, comme vous le savez, des soins de beauté dans les hôpitaux pour les femmes souffrant de maladies ou de cancer. Voilà. Donc une belle organisation. Bref, en tout cas, tout ce que j'ai appris chez Chanel, c'est d'abord la force de la marque, l'importance de la cohérence de marque, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a structurée pour la suite de mon parcours. Et puis j'allais dire l'importance de l'excellence dans l'exécution, parce qu'en réalité les idées c'est bien, mais c'est bien et c'est formidable d'avoir des super idées, des super stratégies, mais si elles sont mal exécutées, il se passe rien derrière, quoi. Et cela se traduit comment chez Chanel justement dans cette excellence-là ? D'abord une excellence esthétique absolument énorme. Une excellence aussi de qualité de partenariat. Et puis j'allais dire aussi, c'est des budgets. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas hésiter à dépenser un petit peu d'argent, parce que sur la durée, et c'est aussi ça que j'ai appris chez Chanel, c'est-à-dire le sens de la durée, le sens du temps. Chez Chanel, on avait le temps. On ne faisait pas les choses trop vite. On nous laissait le temps de faire les choses pour qu'elles soient le plus excellentes possible. Voilà. Donc très belle école Chanel. Voilà. Et après je suis quitté Chanel pour rentrer chez LVMH. Vous avez quitté une très belle marque de luxe pour rentrer dans le très grand groupe de luxe ? Ouais, pour rentrer dans le très grand groupe, mais surtout pour apprendre d'autres choses. Parce que vous êtes rentré chez Sephora, c'est ça ? Je suis rentrée chez Sephora. En fait, en quittant Chanel, je me disais, je vais peut-être pas rentrer dans une autre marque. Alors je vais dire ça va peut-être faire hérisser les cheveux de certaines personnes, mais je m'étais dit, si je rentre dans une autre marque, j'aurais l'impression de faire du sous Chanel. Et je me suis dit, puis surtout, j'ai envie d'apprendre autre chose. Donc une femme formidable qui s'appelait Conchetta Lancio, qui était la patronne des ressources humaines de LVMH, une femme formidable, m'a dit « Nathalie, je pense à vous pour Sephora », avec son accent. Et je me suis dit, c'est génial. Et vous aviez quel regard sur Sephora à l'époque ? Parce que c'était pas du tout le mastodonte d'aujourd'hui. Pas du tout. Alors, mais pas du tout. C'est-à-dire que Sephora, d'abord, était une très, très jolie histoire créée par monsieur Dominique Mandonneau, qui, au fond, est un esthète, et qui avait fait quelque chose de remarquable. Mais Sephora avait besoin d'évoluer avec son temps. Et ça faisait 10 ans que le groupe LVMH avait l'enseigne, et il ne savait pas exactement comment le développer. Et moi, j'ai eu la chance. On est en 2003 en fait, quand vous arrivez. On est exactement en 2003. Le groupe voulait peut-être vendre Sephora, et parce que c'est vrai que ça délivrait pas. Et j'ai eu une chance infinie, c'est que effectivement, je suis rentrée chez Sephora avec un monsieur formidable au même moment, qui s'appelait Jacques Lévy.
Il est décédé aujourd'hui, il nous manque beaucoup. Et en fait, j'ai été embauchée donc pour m'occuper du marketing, de la communication, de l'image et de la marque propre. Et Jacques était quelqu'un qui il était directeur général, et lui, il avait une expérience de retailer. Alors, il venait de chez Staple, meubles de bureau, il venait de chez Galeries Lafayette, Darty, Disney aussi, etc. Donc c'était quelqu'un qui connaissait le retail par cœur. Donc on était très très complémentaires, tous les deux embauchés par un grand monsieur, qui a aussi marqué beaucoup ma carrière, qui s'appelle Monsieur Pierre Letzelter. Et Pierre, on se voit toujours, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et il nous a donné un petit peu carte blanche. Lui, il avait déjà fait un gros travail de rationalisation et d'optimisation des fonctionnements, j'allais dire des tuyaux de Sephora, toute la partie un peu back-office, de système de logistique, etc., etc. Et nous, on est arrivés pour développer le bébé. Et comme je savais pas rien faire d'autre, eh bien, je me suis dit, je vais transformer Sephora en une marque. C'est ce que vous me disiez, c'est qu'il y a la marque Sephora, qui est aujourd'hui un des gros moteurs de l'enseigne, enfin, qui vend énormément. À l'époque, ça n'existait quasiment pas. C'était très, très, très petit. En réalité, oui, je vous ai raconté cette histoire qui était assez amusante. C'est que, à l'époque où je suis arrivée chez Sephora, il y avait effectivement, en l'occurrence, il y avait deux choses qui existaient. Il y avait toute la collection de bains. Donc, c'est-à-dire ces jolies formes qui étaient déclinées en rainbow, qu'on trouvait à l'entrée du magasin. Cosmétiquement, c'était quand même discutable, voilà. Et puis, il y avait une deuxième chose qui existait, c'était 365 teintes de rouge à lèvres, qui aussi cosmétiquement auraient pu être mieux, mais qui montrait la volonté d'un geste de communication en clair. Et en ce qui concerne le bain, ça c'était très très amusant. Je vous racontais dans nos premiers échanges que en fait, au départ, le bain avait été développé pour occuper le premier mètre linéaire de Sephora. Et je vous racontais que c'est vrai que quand on rentre dans une boutique, en général, on se précipite pas tout de suite au premier mètre pour acheter. Monsieur Mondonneau, qui avait évidemment très très bien étudié ces magasins, avait identifié que ce premier maître n'était pas marchand. Donc il avait décidé de faire ses produits cosmétiques comme une sorte de marqueur des boutiques pour reconnaître les Sephora de loin, etc. Bon, il avait fait des produits magnifiques parce que vraiment c'est un esthète. Et après effectivement la formule, on l'a améliorée par la suite. Voilà, mais c'est tout ce qui existait. Et puis c'est vrai que quand j'ai quitté Sephora pratiquement 4 ans après, la marque Sephora a été une des premières marques de Alors qu'est-ce que vous avez développé finalement, parce que j'imagine que quand on veut créer une marque finalement de rien ou de quasiment rien, il faut aussi lui donner une identité, lui raconter une histoire, construire tout le discours qu'il y a autour. Comment vous avez fait ça ? Effectivement, la première chose, mais c'est vraiment quelque chose que je fais moi à chaque fois que je rentre dans une maison. J'essaie de redéfinir ou de définir, si ça n'existe pas, la plateforme de marque, c'est-à-dire comprendre exactement qui est la marque et pourquoi elle est arrivée là, comment elle est arrivée là, et surtout ce qu'elle apporte au village. Et ça, c'est une chose que j'ai faite très vite chez Sephora, parce que je me rendais compte d'ailleurs que chaque personne autour de la table du CODIR avait sa propre interprétation de la marque, donc il fallait aligner tout le monde déjà sur la même vision de la marque, qui on est vraiment. Et à partir de ça, quand vous savez qui vous êtes, vous savez jusqu'où vous pouvez aller, et ce que vous le faites de façon juste. Donc c'est quelque chose que j'ai fait chez Sephora, c'est Fred plus tard, chez Clarins, on en reparlera. Mais c'est vrai que cet élément de plateforme de marque, vous dites qu'il faut le faire en interne. Les premiers pas, il ne faut pas les déléguer. Ça fâche beaucoup quand je dis ça. Mais je le crois fondamentalement parce que je crois qu'en réalité, il faut que ce soit vécu en interne. Je pense qu'on peut se faire aider effectivement pour peut-être pour le verbatim, pour structurer peut-être un petit peu les choses, etc. Et voilà, comme ça je fâche personne. Mais je pense que c'est un travail qui se vit en interne, parce qu'il faut que la personne en charge de la marque et les personnes qui travaillent sur la marque comprennent et l'interprètent. Et on est en tant que patronne de marque, président de marque, directeur général de marque, peu importe, comme le premier ambassadeur. Et voilà. Après, effectivement, on peut se faire aider pour complémenter la démarche. Voilà. Justement, pour avancer dans la démarche, donc vous avez structuré le discours, la position. La vision, surtout, la vision. Ouais. Et après, vous avez développé, vous avez testé. C'était un champ d'expérimentation finalement. Alors oui. Alors en réalité, c'est vrai que j'avais choisi de venir chez Sephora parce que ça m'apprenait le retail.
Moi, alors maintenant, c'est en train d'évoluer, etc. Mais c'est vrai que souvent, les marques sont loin de leurs consommateurs. C'est en train d'évoluer avec le digital, c'est en train d'évoluer parce que de plus en plus, elles ouvrent des boutiques. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans ce moment-là, les marques sont loin, on est un peu dans la tour d'ivoire. Et en fait, je trouvais intéressant de me rapprocher du client. Et Sephora était effectivement un bac à sable formidable. Alors, la seule grosse, le gros challenge qu'on avait, c'est qu'effectivement, Sephora ne marchait pas du tout comme c'est aujourd'hui. Oui. Et que l'image, les études nous montraient que Sephora avait exactement... en réalité, les clients pensaient que c'était la même chose que chez Marionneau, en plus cher. Voilà. Donc, tout. Et la deuxième chose, c'est que le réseau, à cette époque, je vous parle de ça de 2003, donc maintenant ça date un peu, mais à l'époque, Sephora avait été développé surtout à l'extérieur des villes. Alors que maintenant, on a l'impression que c'est vraiment une enseigne de centre-ville. Bien sûr, elle a été développée après, mais le temps d'ouvrir des boutiques, il fallait trouver. Et en réalité, la distribution numérique aussi faisait qu'il y avait beaucoup plus de Marionneau que de Sephora. Donc, une cliente ou un client avait 2,5 fois plus de chances de passer devant un Marionneau qu'un Sephora. Donc, il fallait lui donner des raisons de venir chez Sephora et nulle part ailleurs. Il fallait lui donner envie. Oui, fallait lui donner envie de faire les kilomètres pour y aller. Alors évidemment, ça passe par quoi ? La marque propre. Parce qu'évidemment, quand ça fait le Sephora, c'est vendu que chez Sephora. La deuxième chose, le développement des marques exclusives. Donc, sourcer des marques. Et là, on avait une grande chance parce qu'on avait nos cousins, nos petits frères, enfin, notre équipe des États-Unis qui pouvaient repérer des marques, etc. Et puis, avec une personne aussi avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était le patron des achats, qui est Patrice Bresson, on a sillonné le monde pour aller en Corée, sourcer des marques, etc. Donc, des marques exclusives. Ça, c'était pas vraiment dans la culture des retailers, justement, d'aller chercher de la marque exclusive. C'était vraiment une démarche nouvelle. Non, pas du tout. Il fallait partir là encore, explorer. Je pense qu'il fallait penser en dehors de la boîte. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et alors, donc, la marque propre, pour que les gens viennent, des marques exclusives, pour 2 raisons, mais je vais y revenir. Le développement de services en magasin, donc c'est fait qu'on a beaucoup parlé de mes barres à sourire pour avoir les dents blanches, des barres à ongles, des barres à sourcils, très inspirées de Benefit, et les femmes pouvaient venir passer plus de temps en magasin pour faire une manucure à 10 €, ce qui était formidable, c'est-à-dire que voilà. Et puis évidemment, on a revu le magasin pour qu'il soit beaucoup plus lisible et que les femmes comprennent un petit peu ce qu'elles peuvent y acheter, etc., et qu'elles y passent plus de temps. Et je parlais des marques exclusives en vous disant qu'il y avait 2 raisons. Oui, il y avait effectivement une raison pour les clientes, pour qu'elles viennent et qu'elles fassent les kilomètres pour aller chez Sephora. Et qu'elles voient que, évidemment, c'était une image de modernité aussi, de montrer ce qu'il y avait à la pointe et de la nouveauté en beauté. Mais il y avait aussi, aussi un rôle qui était un rôle de construction de marque. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on a commencé à communiquer sur Sephora un petit peu comme une marque. C'est-à-dire qu'en clair, on invitait des journalistes et on les invitait à parler de Sephora. Avant, elle ne le faisait pas parce que finalement, qu'est-ce que présentait Sephora ? Elle présentait ce que lançait Chanel, ce que lançait Lancôme, ce que lançaient les marques. Mais là, en tout d'un coup à l'époque, c'était des journées presse. Alors aujourd'hui, ce seraient des influenceuses qui viendraient. À l'époque, c'était surtout des journalistes. Mais on faisait des journées où tous les journalistes venaient, puisqu'en une demi-journée, ou en tout cas en 1 heure, elles pouvaient voir plein de marques nouvelles dont elles pouvaient parler. Et évidemment, quand elles en parlaient, qu'est-ce qu'elles écrivaient ? Only at Sephora, seulement chez Sephora. Ce qui nous permet d'avoir de la communication, et c'est aussi ça, la construction de marque. Et dans nos valeurs, il y avait une beauté d'avance, il y avait l'avance en beauté, et donc ça illustrait parfaitement ce point. Enfin, voilà. Donc oui, en tout cas, je me suis beaucoup amusée. Oui, on a l'impression que c'était un bon moment pour tester plein de choses et faire des expériences incroyables. C'était génial. On a fait des choses formidables et puis surtout, on s'est amusé. Enfin, on y a pris beaucoup de plaisir. Moi, je pense. C'était une expérience de plus de 4 ans, en fait, c'est ça ? 4 ans, mais en fait, on a été super vite parce que Jacques était très fort et que je pense qu'on a trouvé le bon tempo, c'était le bon moment et voilà quoi. Mais c'est ce qui est intéressant là, dans la période actuelle, là, avec les injonctions à se transformer très rapidement. Vous, ce que vous avez vécu, c'est qu'on peut transformer finalement un retailer en quelques années. Alors peut-être pas en 6 mois comme on nous dit qu'il faut transformer les entreprises aujourd'hui, mais en quelques années, c'est possible de retourner, de créer une nouvelle identité pour une enseigne comme Sephora. Moi, j'en suis persuadée.
Après, c'est une question d'homme et puis c'est une question d'oser aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu frileux. D'abord, il y a beaucoup de gens qui savent pas qui ils sont. Enfin, entre nous, voilà. Et je pense que véritablement, ça part du départ de cette plateforme. Et puis après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Et vous savez, il y a quelque chose que j'aime aussi beaucoup dans la culture ou dans la façon de penser d'un retailer. Et ce qui est un petit peu loin d'une marque, c'est que un retailer, en fait, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on met des produits en vente. Si ça se vend pas, on change on cherche pas le coupable. Oui. Je veux dire, parfois on n'a pas le temps. Et puis on sait très bien que, sur 10 produits, il y en a peut-être même la moitié qui vont pas fonctionner, et c'est pas grave. Donc il y a cette culture de l'action en réalité, et pas de l'introspection pour savoir qui est responsable. Et ça, je l'ai beaucoup appris avec Jacques et avec cette culture du retail. Donc en fait, je pense qu'il faut oser, et il faut oser. On n'est pas des dieux, donc on va pas réussir tout à 100%. Mais si on n'ose pas, on réussit pas. Donc voilà. Donc on avait cette culture, on allait vite, on y allait. Et puis je pense qu'on avait chacun notre champ d'expertise. Les gens se marchaient pas sur les pieds, il y avait pas de politique, et c'était très efficace. Donc ouais, c'était une belle expérience. Après avoir eu cette expérience, vous avez changé d'univers. Vous êtes rentré chez Prada en prenant la direction en France. Non, pas du tout. J'ai pris la présidence de Fred, petite marque de joaillerie. Dans le groupe LVMH. Je suis restée dans le groupe LVMH et j'ai eu la formidable opportunité proposée par le groupe de remplacer malheureusement la sœur de Monsieur Arnault qui était décédée, Dominique Vatine Arnault, qui dirigeait la marque Fred. Et donc toute petite marque. Et là, toute petite marque qui faisait à l'époque 20 millions. Je pense qu'aujourd'hui, et j'ai pas de chiffres très précis, mais je pense qu'ils font entre 80 et 100. Donc c'est une belle maison de joaillerie. Voilà. Et pareil, un travail autour de la plateforme de marque, c'est-à-dire comprendre comment Monsieur Fred Samuel, qui était donc créateur de Fred, avait imaginé sa marque, qu'est-ce qui faisait que c'était une marque intéressante et qu'elle existait toujours 60 ans après. Et pour vous, le fait de toucher autre chose que de la cosmétique, là, d'aller sur la joaillerie, ça a changé quoi finalement? Vous avez découvert quelque chose une approche différente à la fois du produit, des constructions de la marque? Non. Alors, la démarche, comme je vous l'ai dit, la démarche est un peu toujours la même. C'est-à-dire que comprendre la marque, savoir ce qu'elle apporte au visage et comment son ADN profond peut être exprimé de façon moderne ou de façon contemporaine pour la réexprimer. Donc pour moi, c'est la même démarche. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses, oui, parce que c'était un nouvel univers, c'est un savoir-faire absolument fascinant, des ateliers de joaillerie, etc. Et puis, la démarche du client est une démarche lente. Sur les cosmétiques, c'est vrai que, on achète une crème, etc. Sur la joaillerie, souvent, on achète des pièces qui sont... alors, tout le monde ne consomme pas de la même façon, mais c'est vrai que comme on achète des pièces chères, on réfléchit un petit peu plus. Donc, la chose est un peu plus lente. Après, la façon dans l'achat, mais après, la façon de structurer la marque, de réfléchir aux produits qui vont exprimer les valeurs de la marque, je trouve que c'est un peu la même chose. J'avais évidemment identifié que dans les valeurs de Fred, il y avait un côté androgyne. Fred est une marque, alors la marque évolue certainement très bien aujourd'hui, mais il y a un côté un peu androgyne dans le sens où c'était quand même un des premiers à faire des bijoux pour les hommes. Oui. Le mot Fred est un mot fille, garçon, etc. Donc bref, en tout cas, il y avait ce côté-là. Et donc, j'avais souhaité, et je l'ai fait, j'ai lancé Force 10, qui était un produit qui, à l'époque, était en poil d'éléphant, enfin, je vous parle qui n'existait plus depuis 10 ans, mais j'avais noté que les clients continuaient à le demander. Donc, inspiré par l'univers de ce qui avait inspiré Monsieur Fred Samuel à l'époque, et son fils Henri, j'ai relancé le produit avec un design totalement revisité, la manille que modernisé, vous voyez, et puis surtout modernisé parce que c'était un bracelet interchangeable. Donc ça, c'est génial, parce que moi, je trouvais qu'il y avait rien de plus triste que d'investir dans un produit, une pièce chère, et de toute sa vie qu'elle ait le même look. Moi, je trouve ça très ennuyeux, personnellement. Donc je trouvais intéressant. Donc c'est un twist comme ça qui apportait un peu de la vie dans la joaillerie. Aujourd'hui, je crois savoir que Force 10
que j'ai lancé. Et à peu près 60 à 60%, allez, je vais dire 60% du chiffre d'affaires de Fred aujourd'hui. Ouais, avec toutes les déclinaisons. Donc bon, en tout cas, la démarche était la même, mais effectivement, les clients et la méthode d'achat un peu différente. Mais pour moi, la démarche, voilà. Et effectivement, après, j'ai quitté Fred puisque j'ai été appelée pour Prada. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, j'ai un peu la bougeotte. Quelqu'un avait dit de moi que j'étais une comète. C'est gentil. Je trouve ça c'est très charmant. flatteur. Ouais, mais parce que j'aime bien. Et puis voilà. Et puis une fois que j'ai l'impression que les choses sont, alors c'est peut-être un défaut aussi, parce que je m'attache moins. Mais une fois que les choses sont lancées et que j'ai l'impression que les choses vont se faire, j'aime bien prendre un nouveau challenge. Je trouve que la vie est courte et donc j'aime bien découvrir autre chose. Et justement, chez Prada, là, vous prenez aussi une casquette de CEO France. Ah voilà, ouais, exactement. Alors là, c'était d'abord plusieurs choses qui m'attiraient. La première chose, c'est que c'était la mode, la vraie. Ouais. Prada, c'est quand même une masterpiece. Et puis surtout, je voulais voir ce que ça faisait de diriger un marché. Parce que jusque-là, et après je suis revenue d'ailleurs en centrale, j'étais plutôt dans les fonctions centrales. Ouais. Et je me disais, c'est intéressant de savoir quand on dirige un marché, ce que ça fait de recevoir les ordres de plus haut, et comment on peut fonctionner. Évidemment, Prada a une expérience très très difficile et qui challenge beaucoup. Mais je suis très très contente de ce qu'on y a fait avec mon équipe et on a fait un beau travail. Maintenant, c'est une marque qui est d'une très 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 grande exigence. Voilà. Après, ce qui m'attirait aussi, c'était de gérer un réseau retail. Et là, c'est un autre métier. Ça, c'était un autre métier pour moi, même si j'avais travaillé chez Sephora, qui était du retail, mais c'était pas moi. Alors que là, on était plus sur des ouvertures de boutiques, des négociations de baux, de la motivation d'équipe et la création d'une communauté de gérants de magasins. Et c'est quoi le challenge alors quand on crée ces équipes-là ? Déjà, je pense que le challenge, c'est d'arriver à partager, à motiver tout le monde, à motiver des grosses équipes. Vous voyez ce que je veux dire ? Des équipes de magasins qui, dans certains cas, se trouvent un peu... Elles ont l'impression, elles ne le sont pas, mais elles ont l'impression d'être au bout de la chaîne. Donc, il faut arriver à mettre tout le monde sur le bateau. Donc, oui, je faisais beaucoup. Et bon, si vous allez chez Prada, certaines personnes vous en parleront encore, parce qu'il y a des gens qui sont très fidèles à la marque et c'est très très bien. Mais je réunissais les équipes, je leur expliquais bien les objectifs. Je pense qu'il faut être super clair. On s'amusait beaucoup aussi. Je veux dire, on y prenait du plaisir. Et je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que dans la période où j'y ai travaillé, tout le monde était sur le bateau et se sentait concerné et comprenait comment chaque personne peut apporter quelque chose à l'édifice. Vous voyez, à tous les niveaux de la chaîne. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça que vous allez plus vite. Et c'est comme ça que vous êtes plus fort. Donc, oui, 3 ans de Prada. Quand je suis arrivée, on faisait 95 millions. Quand je suis partie, 215 après 3 ans. Alors, évidemment, il y avait des ouvertures de boutiques, mais il y avait aussi, je pense, une vraie stimulation des équipes. Et justement, cette dynamique-là, comment on la nourrit ? Comment, vous qui aviez pas forcément la casquette de directrice générale auparavant, comment vous avez pris tous les rôles finalement de directeur général, parce que c'est plein de métiers en même temps. Après, moi, de toute façon, moi, je considère que je ne sais rien faire et que je ne sais rien faire, ou plutôt je suis là pour trouver les meilleures personnes pour m'accompagner et pour qu'elles se développent. Et donc, en fait, je pense que c'est ça aussi le rôle de général manager, c'est un rôle de pilote, soit, mais aussi d'animateur. C'est-à-dire faire en sorte que les gens aient envie de travailler ensemble et apportent leur expertise. Donc ça j'aime beaucoup, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup développer les talents. Alors je suis quelqu'un qui va vite, je suis quelqu'un d'assez impatient, je le sais, j'en ai conscience, donc il faut me suivre parfois parce que faut que ça avance. Faut que ça avance. Mais après j'essaie de laisser personne sur le côté et d'inclure tout le monde dans la démarche. Donc oui, c'était un autre métier, mais j'aime apprendre des autres métiers. Donc voilà, mais expérience aussi assez intéressante.
toujours en progression, ce que vous disiez, ou en tout cas en nouvelles expériences. De General Manager France de Prada, vous êtes passée présidente de Clarins. Oui, alors présidente de la marque, de la marque. Très important, présidente de la marque, ce qui d'ailleurs est un énorme challenge parce que déjà, quand je suis arrivée, c'était 900 millions de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment une grosse et puis une très grosse équipe. Et puis donc évidemment, vous avez compris la gestion de la marque au sens large, que ce soit les produits, la communication, tout ce qui est architecture, merchandising, tout ce qui est marketing opérationnel, tout ce qui est aussi, la gestion de la marque. Pareil, avec des challenges intéressants chez Clarins. D'abord, une marque, très belle marque, une marque à laquelle les femmes sont très fidèles. Et une marque familiale aussi. La famille Courtin dirige la marque et est très, 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 très investie dans la marque. Et puis, a d'ailleurs fait le saut périlleux de sortir de la bourse, ce qui est très... remarquable. Une approche, je veux dire, en tout cas, c'est pas très facile. Et c'est une marque qui a beaucoup de succès. Donc, moi, mes challenges, ils étaient clairs. La première chose, c'était travailler sur la désirabilité de la marque, même si la marque, je pense qu'il fallait qu'on recrute une clientèle nouvelle. Donc, même si la marque avait un gros capital sympathie et confiance, il fallait qu'on arrive à parler à des personnes plus jeunes. Donc voilà. Donc, ça passait partout, par la communication, par le développement des réseaux sociaux, par l'évolution des produits, c'est etc. ça aussi par rapport à la période où vous étiez chez Sephora ou même auparavant chez Chanel. Les relations avec le client, les médias finalement ont beaucoup évolué à votre arrivée 2014 en 10 ans. Beaucoup de choses ont changé. Il fallait transformer Clarins de ce côté-là aussi, sur la digitalisation, les réseaux sociaux. Exactement. Non, bien sûr, il y avait effectivement un point de modernité, on va dire, qu'il fallait voilà. Et puis il y avait un point de renouer avec ses clients et j'allais dire de retailisation, parce qu'on a créé des boutiques pour renouer avec les clients et de digitalisation aussi et j'allais dire aussi de reconstruction du CRM, etc., qui faisait partie des piliers de je reprends contact avec mon client. Parce que il y avait une distance qui s'était créée avec le client final. Je pense qu'il y a beaucoup de marques comme ça qui sont comme ça et par chance les nouvelles marques, elles sont dans certains cas digital natives, donc elles parlent directement à leurs consommateurs tout de suite. Mais il y a beaucoup de marques beaucoup plus anciennes qui sont construites et qui sont construites d'ailleurs avec talent sur un modèle de wholesale. Donc en clair, je vends mes produits à un distributeur qui s'appelle Macy's, Isetan, Sephora ou autre. Et en fait, ça finit par créer de la distance, ce qui est normal. Donc on finit par être dans sa tour d'ivoire. Oui, mais justement, là, vous qui voyez, qui êtes observatrice aujourd'hui et conseil, cette distance-là par rapport aux digital natives, donc les marques qui sont en connexion directe via leurs réseaux sociaux avec leur communauté, les marques historiques bien établies sur leur marché wholesale, elles peuvent aller chercher cette relation-là. Bien sûr, je pense que tout le monde évolue là-dessus et avec plus ou moins de bonheur, mais les marques sont d'abord obligées d'évoluer sur ce territoire, mais je vois typiquement Clarins et c'est pas parce que j'ai dirigé les opérations, j'allais dire, mais il y a énormément de progrès qui ont été faits sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, sur la digitalisation, donc sur les sites internet. Donc oui, les marques, même les marques, j'allais dire un peu plus anciennes et qui ont grandi sur un autre business model évoluent et je trouve ça bien. Enfin voilà, donc de toute façon, tout le monde est obligé de le faire. Tout le monde. Voilà. Après, c'est un vrai changement de culture. Et on parlait tout à l'heure de retail. Et c'est vrai que penser le retail, donc la boutique, mais même penser le digital, veut dire beaucoup de choses. En réalité, veut dire préparer des choses pour les clients pratiquement toutes les semaines ou tous les 15 jours, si on sait que les clients viennent tous les 15 jours, parce qu'il faut de la nouveauté, etc. Donc, il faut une méthode de pensée qui est un peu qui doit s'apprendre. Et ça, c'est un long chemin.
sur ces marques. Comment vous voyez justement l'impact de la pandémie de Covid-19, de la crise qui nous a frappé en 2020 et qui continue d'altérer le commerce en 2021? Comment vous voyez cet impact-là sur le business de la beauté? En clair, moi je pense qu'il y a donc évidemment il y a des choses mais je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a des choses très positives qui sortent de cette crise, malheureusement cette crise, qui est une nouvelle façon de travailler, peut-être plus d'efficacité en réalité, parce qu'on se rend compte que on n'a pas besoin de voyager partout pour comprendre les choses, etc. Je pense qu'il y avait un peu d'abus là-dessus, il me semble, même si c'est toujours nécessaire de comprendre le marché, d'y aller, de rencontrer les équipes, mais je pense qu'il y avait, voilà, donc je pense que on va avoir des nouvelles façons de travailler et c'est bien et ça a accéléré le processus. De même, on va parler aux clients différemment, donc la digitalisation qui s'est accélérée pour tout le monde. Tout le monde va devoir. Je trouve ça intéressant aussi, par exemple, tout ce développement. Alors maintenant, je travaille un peu plus dans l'hôtellerie, comme vous le savez, et voilà. Mais tout ce qui est développement de la vente à emporter, etc., enfin, qui est bien parce que finalement tout le monde s'est remis en question, etc. Ça a montré. Après les premières semaines, j'allais dire où tout le monde a été anesthésié en se disant waouh, qu'est-ce qui se passe, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de domaines qui ont montré une grande agilité pour réinventer les modèles. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est finalement très positif, en fait, maintenant. Alors après, c'est vrai que si vous me parlez plus précisément des produits cosmétiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vend moins de rouge à lèvres, clairement. C'est on compliqué vend plus avec le masque. Voilà, avec le masque. Après, je pense que ça durera pas toute la vie. Je pense quand même que dans certains endroits, le masque continuera à être porté assez longtemps. Je vois que finalement, il y a un côté très confortable. On se sent un peu protégé, en fait, avec un masque. Moi, je déteste les porter, je vous le dis tout net, mais c'est vrai que quand on est, je sais pas, dans une gare, dans un truc et tout, protégé de quoi, je sais pas, mais en tout cas, on se sent un peu, voilà. Donc, je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps et c'est pas grave parce que je pense que ça va, il y a toujours des hauts et des bas dans les catégories de produits. Alors, je sais pas, ça va peut-être se rebasculer sur les cheveux, sur les sourcils, etc. Les gens sont toujours très inventifs et les marques sont ont la inventives. capacité d'adaptation. Ouais, là, on voit actuellement qu'il y a énormément de tests d'innovation, un gros travail aussi sur ce que vous disiez en tout début chez Sephora par rapport à la composition des produits. On voit que les marques sont en train de vraiment évoluer de ce côté-là. Il y a beaucoup de travail. Est-ce qu'ils ont la capacité de tout mener de front entre la retailisation, la transformation de leur digital? Non, après, il est clair que quand vous définissez une stratégie, vous définissez des priorités. C'est vrai que tout le monde a envie de tout faire, etc. Après, je pense qu'en fonction de la problématique de chacun, je dis un truc très basique, mais qui est dire que on priorise, on n'arrive pas à faire tout. Mais c'est vrai que si on est plus efficace, si on travaille différemment, on peut aller plus vite sur tous les terrains. Donc, à suivre. Aujourd'hui, j'avais une petite question quand même sur votre parcours en comète. Par rapport au fait d'être une femme dirigeante, il est souvent question de la difficulté pour les femmes dirigeantes à passer justement au poste de CEO, au poste de présidente. Comment vous avez vécu ce rapport-là, ce rapport avec les postes de direction et l'accès aux postes de direction dans votre carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui a été simple? Est-ce que vous avez été confronté ou vous avez eu le sentiment de devoir vous battre plus qu'un homologue masculin? Je sais pas, parce que je pense que moi, j'ai eu la chance qu'il y ait des gens qui m'aient fait confiance. Et donc, évidemment, ça a été difficile parce que c'est pas simple. Et puis, je pense que ça a été difficile aussi parce qu'il faut, parfois, on se dit, mais waouh, enfin, on a un peu peur, quoi. On se dit, voilà, mais en même temps, je pense qu'il faut avoir confiance dans son étoile. Moi, j'ai une grande chance, c'est que j'ai très confiance dans mon étoile et je me dis que les choses vont bien se passer. Mais je crois aussi que j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route des gens qui m'ont fait confiance. Il y a des gens qui m'ont clairement savonné la planche. Oui. J'ai des noms. Mais après, je pense que ça n'a aucune importance. Je pense que, en fait, le plus important, c'est pas tellement de gravir, c'est surtout d'apprendre. Et il me semble. Et c'est ça qui m'amuse. C'est ça que vous leur dites aux jeunes dirigeantes qui arrivent dans l'association. C'est le discours que vous tenez? Oui, moi, je dis qu'il faut avoir confiance, qu'il faut oser, et qu'en réalité, mais ça, tout le monde le dit. C'est-à-dire que quand
même s'il y a quelque chose qui a pas marché, et ben c'est pas grave parce qu'en fait vous avez appris, mais on le sait ça. Oui. C'est-à-dire que un échec, pas un échec, c'est une sorte d'apprentissage. Donc et je pense que ça vraiment ça me vient aussi de ma période Sephora où je me dis bah oui, bah il y a des trucs qui marchent pas, et ben c'est normal. Enfin je veux dire voilà. Et il faut pas être tout le temps obnubilé par le succès. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Et puis en fait c'est plus un parcours de vie quoi. Et puis moi je crois que il faut s'amuser dans la vie, il faut y prendre du plaisir et il faut pas avoir peur de se dire si là je m'ennuie ou c'est bon. Enfin j'ai l'impression que je vais m'ennuyer. Faut pas avoir peur de prendre de tourner la page et de choisir un autre. Ouais, c'est ça, de saisir une autre voie. Donc non, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai confiance. Donc, et là, est-ce que vous vous amusez en ce moment avec le Ritz ? Vous pouvez pas savoir comme je m'amuse. Donc effectivement, j'ai créé ma société qui s'appelle Veribad et donc j'ai eu l'occasion de travailler pour des gens qui avaient envie de mon énergie et mes connaissances, mon expérience. Donc j'ai travaillé pour Monoprix, j'ai travaillé pour le drugstore parisien, j'ai travaillé pour plein de personnes. Et ça fait quoi alors de monter sa boîte quand on a travaillé avec des grands groupes Ouais. Alors ça, je vais dire, ça c'est une autre planète, vraiment. Voilà. Alors j'ai la chance de vivre avec un vrai entrepreneur à la maison, donc je connais, qui est quelqu'un qui a racheté des boîtes, monté des boîtes, etc., et qui est quelqu'un qui fait un travail formidable en ce moment sur ce qu'il fait. Et je vois le métier d'entrepreneur, j'allais dire au jour le jour, en fait. Et ça m'a donné envie et je me suis dit j'ai rendu service entre guillemets, ou en tout cas j'ai bénéficié d'ailleurs de l'expérience de toutes ces marques. Peut-être que j'ai envie de le faire, voilà. Et donc ma première démarche était d'essayer de racheter une marque. Je suis toujours à l'écoute, je regarde des dossiers, etc. Mais dans quel secteur ? Plein de choses. Je vous ai dit, moi je suis polyvalente, donc effectivement plutôt des choses relatives à la beauté ou à la mode, ou aux accessoires, ou etc. Mais après, si le sujet est intéressant, je veux dire, l'art de la table, c'est très bien aussi. Hein. Donc voilà, dès qu'il y a une histoire de marque, ça m'intéresse. Et voilà. Et puis, on m'a appelé pour rentrer au conseil d'administration du Ritz. Oui. Une maison absolument captivante, une maison incroyable, un nom de marque, un Ritz qui résonne incroyablement. Et donc, je les accompagne sur le développement de la marque. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, réenchanter l'hôtel. Aujourd'hui, donc un hôtel, c'est des chambres et puis c'est des points de restauration. Donc revoir un peu tous les concepts de restaurants, etc. On va ouvrir d'ailleurs bientôt une surprise à partir du mois de juin qui va être formidable, et au mois de septembre, etc. Réenchanter la chambre, c'est-à-dire revoir qu'est-ce qu'on met comme service dans la chambre, en fait. Voilà. Donc réenchanter l'hôtel tel qu'il est, communiquer différemment. On a œuvré beaucoup sur les réseaux sociaux pour justement communiquer un peu comme une marque. Deuxième sujet, développer les produits de la marque. D'accord. Parce que quand on s'appelle Ritz, peut faire plein de produits. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de il y a quelque chose, quelques initiatives qui ont le mérite d'exister, mais qu'il faut évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. C'est un peu comme chez Sephora à l'époque du bain. Je pense qu'on peut faire des choses beaucoup plus fortes. Donc il y a toute cette problématique, et puis il y a aussi, pourquoi pas, en réflexion des ouvertures d'autres hôtels. Donc nouvelle dynamique, un conseil d'administration très rassemblé puisqu'on est 4 et une famille qui nous soutient et donc la volonté de faire des grandes choses, et c'est très 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 amusant. Et avec le contexte actuel, justement, comment vous adaptez la situation, parce qu'on voit on nous dit que les flux touristiques sur l'Europe, faudra attendre 2023-2024 pour retrouver des flux, notamment de l'Asie, notamment de l'Amérique du Nord. J'imagine que par rapport à ça, vous aussi, vous cherchez comment vous adapter. Alors, déjà, ça faisait partie, avant même le Covid, ça faisait partie de notre stratégie. Il est clair qu'il faut, par exemple, typiquement, qu'on renoue avec la clientèle locale, clientèle parisienne, etc. Et on a plein d'atouts pour le faire, et on va développer encore plus d'atouts. Donc oui, il y a un challenge de clientèle. On a aussi développé, nous en tout cas, pour s'adapter avec le Ritz. D'abord, le Ritz n'a été fermé que quand on a été obligé d'être fermé, c'est-à-dire au mois de mars. Enfin, voilà. Là, on était obligé parce que c'était légal, on était en lockdown total. Maintenant, le Ritz, je le dis haut et fort, le Ritz est ouvert. Pour qui veut aller passer une nuit au Ritz, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, le week-end qui vient de s'écouler était un week-end de Saint-Valentin, et on était rempli
On n'était pas rempli totalement, mais on avait beaucoup de monde qui sont venus. Donc effectivement des offres sympathiques. Oui. Et puis voilà. Et puis on a développé aussi ce petit pop-up store de pâtisserie sur la place Vendôme qui a fait un carton plein qu'on pensait mettre en place pendant 2 mois et qui a continué pendant plus de 6 mois, 7 mois. C'est un peu le bar à ongles du Ritz. C'est un peu le bar à ongles. Non, mais comme vous l'avez compris, la démarche est la même en réalité. La démarche est la même, simplement on propose pas les mêmes produits, donc pas les mêmes services, etc. Mais voilà. Donc mais en tout cas, je m'y amuse. Oui, alors ça, les idées, c'est pas ça qui manque, mais voilà. Oui, plein d'idées. Et puis surtout, j'ai rencontré des gens absolument incroyables. Le patron du board est une personne très inspirante. Je m'entends très bien avec le directeur général qui est nouveau ici, qu'on a embauché et qui fait un travail remarquable. Et après tout, enfin, à la fin de la journée, comme on dit en anglais, c'est tout ça, c'est une question de rencontre, c'est une question de personne et de plaisir de travailler ensemble. C'est ça qui fait le plaisir de tout ça. Nathalie Bader, merci. On vous souhaite encore beaucoup de plaisir à travailler. Je vous dis à très bientôt alors et bon courage avec le Ritz. Merci infiniment de m'avoir écouté. À très bientôt. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.